Voilà. Donc la blockchain, ça date des années 80 voilà, déjà. C'est ça. Et ça n'a pas servi à grand-chose jusqu'ici. C'est-à-dire, si tu parles de crypto au sein d'une grande entreprise du CAC 40, ils ne veulent pas entendre parler de Bitcoin. Tous nos clients sont du CAC 40. Je pense que Bitcoin, il n'y a pas besoin de ce marketing de use case. Il n'y a pas besoin du marketing de on va plus vite, de tout ça. C'est plus résistant que la somme des supercalculateurs. Nicolas Cantou, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Temps Crypto. Bonjour Kylian. Parce que pour la petite anecdote, il connaissait déjà Kylian avant de le voir grâce aux vidéos. Donc voilà, on a fait les présentations. On est vraiment ravis de te recevoir. Ça faisait longtemps qu'on voulait t'inviter et t'entendre sur la chaîne. Tu es ingénieur, développeur et tu as un petit peu de bouteille dans le domaine. Parce que ça fait quoi? Ça fait plus de 25 ans que tu es dans tout ce qui est développement et construction des infrastructures web et depuis plus de 10 ans, hein, c'est ça, dans l'écosystème Bitcoin. Donc, ça va, tu as quelques connaissances sur le sujet. Donc, raconte-nous un peu comment tu découvres Bitcoin et comment tu tombes dans le terrier du lapin blanc. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai commencé en 95 en digital et j'ai fait des gros projets d'infrastructure qui concernent directement Internet. Et donc évidemment, Bitcoin, pour moi, c'est une partie intégrante des évolutions d'Internet. Le premier fournisseur d'accès à Internet par satellite au Centre national d'études spatiales. Les premières plateformes de convergence 2G, 3G lors de l'arrivée du mobile avec Orange. Les premiers systèmes d'Ethernet embarqués dans les transports avec la RATP SNCF. Une des premières bases de données NoSQL dans les années 2000 que j'ai développées. Et après, des gros projets de refonte de SI de grands comptes. Et donc, voilà, on est parti du village Internet jusqu'à la capture, on va dire, des métadonnées qui a donné lieu au GAFA et donc à un tout autre Internet. Et puis, toujours, pour plein de raisons, un regard très intéressé du côté des cypherpunks. Donc ça, c'était un truc qui t'habitait toi déjà depuis la base. Ouais, depuis la base. Un follower de Eric Hughes et de toutes ces choses-là. Oui. En 95, que je commençais dans le digital, c'est parce que j'ai passé ma petite enfance en Afrique. Et donc, quand on a créé la plateforme, c'était une plateforme qui s'appelait Allo Cameroun à l'époque. On était une des premières plateformes pour les diasporas africaines. Donc, on a été très vite sensibilisés dans notre petit village à publier des journalistes qui n'arrivent pas à se faire publier là-bas, à créer des réseaux interambassades lorsqu'il n'y avait rien. Donc, une sorte un blog local pour les communautés africaines. Oui, c'est ça. Ça a commencé comme ça. On était deux ados. On nous demandait un truc, on le mettait en ligne le lendemain. Et par défaut, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, on est devenu une assez grosse plateforme pendant 7 ans. Voilà. En Afrique, du coup. En Afrique, en France, un peu partout, même avec les ambassades du Japon. Oui, parce qu'à l'époque, il faut se remettre un peu dans le contexte. C'était relativement compliqué de publier du contenu, quoi. C'est ça. Il n'y avait pas beaucoup de plateformes. Il n'y a pas beaucoup de traction non plus sur... il n'y a pas de plateforme principale sur lesquelles la traction pouvait se faire. Et puis c'était un monde qui était facile. C'est-à-dire qu'on nous demandait un truc, le lendemain on le mettait en prod, en vrac, et puis on voyait comment ça réagissait. Si ça marchait pas, on le retirait, ça marchait, on le remettait. Il y avait zéro pression et voilà, on n'est plus du tout dans ce monde-là. Mais c'était une liberté de créer qui était totale. Et qui a donné lieu aujourd'hui aux bases de ce qu'on utilise. Donc, Et comment tu découvres Bitcoin et qu'est-ce qui te plaît du coup à ce moment-là? Oui, donc en 2013, je commence à miner un petit peu. Donc voilà, donc sur les forums. Tu mines direct. Oui, sur les forums, j'ai vu une monnaie numérique. Je me suis dit je vais essayer. Et pour moi, l'essai, je sais pas, ça a été de le miner quoi. Donc pour apprendre, je commençais à miner, je commençais à regarder comment ça marchait. En 2015, j'ai créé une première société qui s'appelle InStreet dans l'immobilier sur Bitcoin et Zcash. Enfin, Zcash est venu un petit peu après, que j'ai cédé. En 2018, j'ai monté un accélérateur dans le domaine... Attends, reviens sur InStreet. Du coup, tu disais c'était de l'immobilier sur Bitcoin et Zcash? C'est ça. Creuse un peu là. C'était une petite application qui disait à 500 mètres de là où vous êtes, il y a une famille comme vous qui aime le sport comme vous, est-ce que vous voulez vous rencontrer parce qu'il loue son appart? Donc c'était des pushs comme ça quand tu te baladais. Et on demandait aussi, est-ce que vous voulez qu'on fasse un push à l'agent immobilier du coin? Et du coup, le lien avec Bitcoin là-dessus? On était assez intrusif sur les datas. Donc, ce qu'on voulait, c'est que les datas puissent être chiffrées directement par les utilisateurs et que la plateforme ne voit pas trop le passe-plat qu'elle fait entre les utilisateurs. Et après, il y avait le problème de la transaction, parce que mécaniquement, une transaction, ça entraîne de récupérer beaucoup de données et cette fois-ci, de les avoir soi-même. Donc, voilà, c'était en travaillant techniquement sur des solutions de faire mieux les choses que ce qu'on avait où on captait un peu trop de data personnelle, que j'ai commencé à regarder les solutions qu'il pouvait y avoir. Et puis
comme j'avais vu traîner Bitcoin depuis que j'avais envie d'un prétexte pour, pour mettre les mains dedans, là, c'était l'occasion, quoi. Un truc concret. Et Zcash aussi, du coup? C'était toujours. Sur les Ouais, c'était un peu pas. Enfin, c'était dans la même approche de confidentialité que j'avais regardé Zcash à l'époque. Et ensuite, le projet. Donc ensuite, c'était entrepreneur du coup en France dans un projet crypto, pas simple. Du coup, et faire les meet-up à droite à gauche, c'était épuisant pour essayer de trouver des compétences, essayer de trouver des retours d'expérience, etc. Donc l'idée de créer un accélérateur. Au début, l'idée de l'accélérateur devait s'appeler Cypherpunks, et puis pour rentrer dans les cases, on l'a appelé Chain Accelerator. Donc on a monté Chain Accelerator à Paris, à Station F. Voilà, et donc en 2018, on a créé l'accélérateur. On a accompagné plus d'une quarantaine de projets, mais surtout on faisait le lien en France et en Europe, et aussi un petit peu à Tel Aviv, entre les grosses technos, les gros projets internationaux, et puis l'écosystème local. En général, ils n'avaient pas d'équipe en France, en Europe. Donc on les a connectés aux écoles pour faire les premiers cours de formation dans pas mal d'écoles et d'universités, les connexions avec les grands comptes, c'est là où on a commencé à faire un peu de conseils, et puis les connexions avec les politiques, députés, c'était le moment un petit peu des entretiens sur la loi Pacte pour préparer la rédaction. Donc voilà, on faisait le lien avec tout ça. Donc là, c'est de l'accompagnement et de l'investissement. Là, vous mettiez aussi des billes dans les différentes structures. On n'a pas mis de billes dans les structures. Okay. Parce qu'elle voulait qu'on investisse en jetons et que moi, je n'étais pas convaincu à ce moment-là qu'il fallait financer des projets comme ça pour ça, enfin, plein de raisons. Il y en a eu quelques-unes, du coup, des belles qui... Oui, tu as eu des regrets ou même pas jamais? Alors, mon associé, peut-être un petit peu plus au niveau financier. Moi, j'ai du mal trop à me focus sur... ce qui est un défaut. Mais du coup, il y a eu des belles startups comme Wharton, comme ScoreChain, il y a eu Skills. On a eu pas mal de belles boîtes qui sont toujours là et qui marchent très bien, qui font un service intéressant. Et puis on a accompagné de votre accélérateur à vous, quoi. Oui, qui sont et on a accompagné dans le top 10 des blockchains internationales à se développer en Europe, ce qui nous a donné lieu l'année d'après à faire la première édition du Paris Blockchain Week Summit. Voilà. Là, moi, j'étais co-host et j'ai aidé à monter. Après, je suis parti assez tôt le marketing, l'événementiel, c'est pas trop j'ai pas ma compétence. Voilà. Mais toi qui étais très Bitcoin, du coup, c'était plutôt Blockchain Week. C'était pas un Paris Bitcoin Week. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé, même à l'époque déjà. Mais le réseau qu'on avait là, les demandes des startups, les demandes de l'écosystème, malheureusement, c'était pas Bitcoin. Donc voilà, on a lancé ça comme ça avait le plus de sens à ce moment-là. Ce qui a après un regret, moi, à titre personnel, d'avoir aidé certains projets parce que j'étais un peu naïf aussi au début de ces expériences. Après, quand on côtoie les fondations des blockchains, quand on côtoie les écosystèmes, on voit que c'est à peu près tout pipé côté blockchain de fondation. Dans quel sens? Les VC américains ont la main sur tout. C'est avec eux qu'on négocie de faire des contrats marketing pour la chaîne, c'est avec eux qu'on négocie de... Voilà, Donc en fait, on a appelé ça association, mais en fait, c'est une entreprise qui est contrôlée par des VC, c'est une entreprise. Et d'ailleurs, systématiquement, la fondation nous demande de travailler avec la société fondée par les fondateurs de la fondation. Et pour toutes les blockchains, on retrouve systématiquement la société qui correspond, quoi. Et donc, même à un moment donné, ça nous freinait, nous, parce que sur certaines technos en Europe, on faisait de la formation, on faisait du conseil. On avait quelques exemples internationaux consensus en se disant, tiens, c'est des boîtes qui marchent bien. Et tout de suite, on nous disait, n'allez pas plus loin, parce que c'est notre société qu'on veut développer, c'est pas vous. Voilà. Et même, on a mis une chaîne en procès, d'ailleurs, à cause de ça. Donc, parce que du coup, vous aviez participé, vous, au développement, vous aviez clairement investi du temps et de l'énergie. C'est ça, recruter, etc. Puis du jour au lendemain, on dit, vous arrêtez tout. Il y a un contrat en cours, mais vous l'arrêtez. Et on favorise et on privilégie une autre entreprise. Ouais. Ok. Donc ça, c'était Donc ça, c'est un peu l'envers. C'est quand j'ai découvert, moi, à l'occasion de tous ces échanges et de toutes ces relations, un peu l'envers du crypto, de la crypto. Et ce qui m'a vraiment renforcé sur ce que j'avais déjà de très fort, sur le fait que Bitcoin est extrêmement différent. Ça, je l'avais depuis le début.
et sur le fait que c'est beaucoup plus sain. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai essayé de trouver moi-même aussi. Donc c'est pas un bug, c'est une caractéristique dans le sens où oui. Alors, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces associations, tu n'as pas ces VC, etc., le développement et l'évolution est aussi relativement plus compliqué, si je ne sais pas ce que tu en penses, mais du coup, de ne pas avoir cette machine de guerre derrière, c'est plus chaotique et c'est plus lent. C'est sûr, ils ont des sociétés. Les sociétés qui font leur marketing, c'est vraiment les leaders mondiaux. Il n'y a pas de boutique Bitcoin sur la 5e avenue comme Solana. Quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis, il n'y a pas l'entreprise, carrément, l'entreprise qui s'occupe du marketing de Bitcoin, ça n'existe pas. Et pareil pour le lobby, et pareil pour tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Mais même si tu pourrais te dire un Michael Saylor avec MicroStrategy a un tel intérêt maintenant, ou Grayscale par exemple, où ces entreprises-là détiennent une telle quantité de jetons qu'elles pourraient commencer à se dire, en fait, je pourrais investir X dizaines de millions pour pumper Bitcoin. En l'occurrence, tu vois, il y aurait un retour investissement extrêmement intéressant sur leur bague à eux. Et ce qui est exactement le cas des VC en fait. Quand les VC Solana essaient de pumper Solana, c'est parce qu'eux en détiennent je sais pas combien de pourcents et du coup ils ont un retour sur investissement sur leur bague. Ils ont cette boîte privée à faire tourner, mais on les a jamais vus. Ces gros possesseurs de jetons américains, on les a jamais vus se pointer. Quand tu dis sur les alts, sur les VC qui avaient investi dans les boîtes... les alts, eux, on les voyait tout le temps. Mais côté Bitcoin, on n'a jamais vu d'initiative américaine venir essayer de promouvoir du Bitcoin. Ça serait relativement violemment rejeté par la communauté. Oui, ouais, clairement. Parce que je sais pas ce que tu en penses, mais il y a cette culture du no hero, tu vois. On veut pas, vraiment dès qu'il y a un leader, dès qu'il y a une tête, je pense qu'ils se mettent en risque. Voilà, c'est ça. Les bitcoiners là, je sais pas ce que t'en penses. C'est plutôt une exposition effectivement à un risque. D'ailleurs, c'est aussi ça qui se passe pour les pools. C'est aussi ça qui se passe. Donc c'est assez marrant parce que dès qu'il y a quelque chose qui peut ressembler à une centralisation, du coup, il y a une réaction quasiment on se braque directement. Et finalement, c'est presque un risque d'être un peu trop gros ou trop visible dans l'écosystème. Voilà, parce que tout de suite, on s'inquiète, mais presque techniquement, finalement, du poids, de l'impact. Et de l'influence que pourrait avoir cette personne ou cette organisation sur le protocole. Alors qu'on veut garder un protocole résilient, neutre et tout ça. Et justement, du coup, tu as mis le doigt dessus et le mot que tu répètes souvent, la résilience. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette résilience de Bitcoin et en quoi elle est beaucoup plus importante, meilleure que tout ce qui existe dans l'écosystème crypto, selon toi? Déjà, résilience il y a le fait... à quoi? Alors, le résilience, c'est déjà le fait qu'on ne puisse pas faire tomber ou influencer ou manipuler l'exécution prévue de Bitcoin. Et donc, qu'il soit en fait le plus possible prévisible et protecteur des aléas, donc des contextes. Juste l'exemple précédent sur les fondations, voilà, on voit que déjà, ces fondations-là ont la main sur leurs protocoles, sur leurs écosystèmes, c'est eux qui le fondent, qui le financent, etc. Là, il n'y a pas de résilience parce que la résilience, elle est à l'échelle de cette fondation. Elle est pas absolue. Si cette fondation s'effondre pour des raisons de management, qu'elle s'effondre, qu'il y a un scandale dans les personnalités qui la dirigent, qu'il y ait ce qui a été relativement le cas pour Solana, par exemple. Oui. Le scandale FTX, Sam Bankman-Fried, qui avait du coup une influence sur Solana. Alors que techniquement, on pourrait se dire que ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Il y a quand même eu une sacrée ombre au tableau de la techno. Oui, mais c'est même structurant sur la technologie, c'est ça qui est gênant. Parce que quand ils ont fait, pour qu'il y ait des ICO, il a fallu avoir un système de pré-minage des jetons, où là déjà la technologie est orientée pour pouvoir faire ça. Donc déjà de base, elle est structurée en fonction d'intérêt d'une fondation, elle n'est pas structurée juste pour faire une monnaie parfaite ou pour faire un système de paiement ou autre chose. Et donc déjà, structurellement, elle ne peut pas dépendre strictement de caractéristiques physiques, comme peut l'être une dépense énergétique ou autre, mais elle dépend de caractéristiques qui sont plus d'enjeu. D'ailleurs, après, ils ont tendu vers l'enjeu, qui est de dire, voilà, quel sera l'intérêt pour les investisseurs d'acheter des jetons de cette chaîne.
Et du coup, comment piloter après que cet intérêt perdure pour que la chaîne perdure. Donc c'est déjà tout à fait relatif à des événements marketing, contextuels, etc. Et c'est une grosse différence dans le temps aussi. Et c'est pour ça que Bitcoin n'a pas cette fragilité dans le temps. C'est-à-dire que Bitcoin peut prendre son temps pour évoluer. Elle n'a pas un impératif d'une fondation qui attend du résultat et qui fait tous les mois des rapports, etc. On a le temps de pas sortir des NFT, on a le temps de pas faire ces choses-là. T'es sûr de ça? Enfin, dans le sens, je te challenge là-dessus pour qu'on réfléchisse ensemble, mais l'importance de l'effet de réseau et dans toutes les dernières technologies qu'on a vues depuis l'apparition d'Internet et par exemple les réseaux sociaux, les Uber, les Amazon, etc. Il y avait une vraie... Et c'est pour ça que ces entreprises avaient besoin de lever des fonds aussi rapidement et injecter du cash de manière extrêmement agressive et brutale, parce que justement, c'est... winner takes all, et si en fait t'es pas le premier à atteindre cette masse critique, bah en fait t'es le perdant. Même si ta technologie était meilleure, en fait c'est tellement compliqué ensuite de venir concurrencer un Uber, un Amazon, un Facebook, un Twitter, etc. que il faut atteindre cette vitesse de libération le plus rapidement possible. Et est-ce que du coup c'est pas un risque sur certaines, en tout cas caractéristiques, sur certaines fonctionnalités de Bitcoin, cette lenteur, parce que un Ethereum par exemple, move fast break things ou ce genre de choses, tu vas dire en fait cette techno, elle est irrattrapable, si je puis dire. Non, je pense que quand on travaille sur des sujets Uber, etc., mais quand on travaille sur la monnaie, quand on a l'argent des autres avec une telle responsabilité dessus, c'est pas, on va pas fail fast, on va pas fail en fait, on veut pas fail. On veut pas fail. Faut pas fail. Donc on n'a pas le droit de faire du fail fast. Et ça change énormément de choses en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été lancées avec Ethereum et de leur propre aveu, ils ne savaient pas si ça marchait ou si ça marcherait. Ou ils savaient que ça ne marcherait pas et qu'il faudrait trouver des solutions. Voilà, ça c'est l'approche vraiment VC quand on est pumpé par des fonds et qu'on peut faire plein de choses. Mais quand on a une approche qui est un petit peu plus académique finalement, les incentives ne sont pas les mêmes, les objectifs sont un peu différents. Et les risques qu'on prend sont différents aussi. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, structurellement, mais Ethereum a été pensé comme un world computer. C'est déjà juste de l'appeler comme ça. Presque on voit les VC derrière, on voit le marketing des techno web. Moi j'attends ça. Après, il y a une limite au marketing, mais le marketing est important. Pourquoi Apple et Apple, c'est pas juste du marketing, mais leur marketing est révolutionnaire. Oui, c'est le leur. Et Bitcoin, c'est celui de qui? Non, c'est ça. Mais est-ce que Bitcoin manque de marketing? C'est une vraie question. Au fait, aujourd'hui, je ne sais plus avec qui on en discutait, avec Frédéric Montaillon, par exemple, il y a quelques jours, ou à certaines personnalités de l'écosystème, où aujourd'hui, Bitcoin reste malheureusement radioactif. C'est-à-dire, si tu parles de crypto au sein d'une grande entreprise du CAC 40, ils ne veulent pas entendre parler de Bitcoin. Tous nos clients sont du CAC 40. Ok, bon, c'est une bonne... Okay. Et on fait du minage, et donc tu vois cette mentalité qui a changé quand même et une perception de Bitcoin qui n'est pas si négative que ça. Oui, clairement. Oui, clairement. Je pense que Bitcoin n'a pas besoin de ce marketing de use case. Il n'y a pas besoin du marketing de on va plus vite, de tout ça. Il a juste besoin de bien tourner. Et en fait, la démonstration, c'est un peu l'indie effect, peu importe. Enfin, voilà, la démonstration va se faire par le fait que c'est le plus up to time, c'est plus résistant que la somme des supercalculateurs. C'est dans les faits. C'est dans les faits. C'est dans les faits parce qu'il a été l'intention, son marketing, c'est de rester résilient. C'est qu'on peut rien, voilà, on peut s'exciter autour, on peut danser autour, on peut le critiquer, on peut lui jeter des pierres, on peut faire un marketing de plein d'autres choses qui seraient mieux. Ça reste le seul qui soit résilient. Et je t'entendais dire quelque chose de très intéressant en préparant l'interview, que la preuve de travail était une correction justement à la preuve d'enjeu. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, surtout avec The Merge d'Ethereum, et dans les médias, les personnes qui ne connaissent pas forcément les cryptos, qui parlent de la preuve d'enjeu comme une évolution, une correction des bugs de la preuve de travail.
Et que éventuellement, le World Economic Forum le disait, si Ethereum l'a fait, pourquoi pas Bitcoin? Et toi, tu as une vision complètement différente Oui, absolument. de cette approche. Si on regarde un peu l'historique des travaux qui ont été faits, donc voilà, il y a les blockchains, on va dire qu'il y avait les Merkle Tree, il y avait pas mal de logs distribués, des technologies qu'on trouve dans BitTorrent, dans Git, etc. Mais on peut prendre en référence la thèse de David Chaum en 82. Voilà. Donc la blockchain, ça date des années 80 voilà, déjà. C'est ça. Et ça n'a pas servi à grand-chose jusqu'ici. Pourquoi? Parce que c'est bien de recevoir des blocs, mais comme on en reçoit plein du réseau, il faut savoir lequel on choisit. Donc la sélection des blocs, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et ensuite, ces blocs, ils n'arrivent pas dans l'air. Il n'y a pas des nuages en vrai. Il y a des vrais serveurs chez des vraies entreprises et qui ont des vraies relations commerciales. La question, c'est comment on rémunère la sécurité des infrastructures. Parce que si on les paye ou qu'on ne les paye pas, on a directement un pouvoir sur les infrastructures et sur la sécurité. Donc le défi, une blockchain, c'est bien, mais si on n'est pas capable de résilier, de rémunérer de manière neutre la sécurité, elle n'est pas du tout résiliente. Et si on n'a pas ce qu'on appelle un consensus, du coup, en tout cas une méthode de sélection des blocs qui soit tout à fait neutre, on fait aussi tomber complètement l'intérêt de la blockchain. Et donc, pendant des années, on a cherché à résoudre d'autres, mais principalement ces deux problèmes aussi. Et l'intérêt majeur dans les années 90, c'était les monnaies virtuelles. Comme l'euro, présent en 99, c'est une monnaie virtuelle. Et donc, dans les années 90, il y a eu tout ce travail académique de comment on pourrait construire des monnaies virtuelles. Monnaie numérique, en gros. Des monnaies numériques. Et WedEye, qui fait partie des premiers gros instigateurs des premières crypto-monnaies dans les années 90, il a commencé par du POS. Il y avait donc aussi, de la preuve d'enjeu. Avant lui, il y avait de la preuve d'enjeu. Avant lui, il y avait de la preuve d'autorité. Et tout ça pour savoir qui pourrait bien sélectionner le bloc, enfin qui peut être légitime dans sa sélection de blocs. Ou alors, si on ne peut pas, comment cette sélection peut être suffisamment hasardeuse pour se dire que ça n'a pas été biaisé. Et puis qui a le... Alors puis après, ça a évolué vers les systèmes de la théorie des jeux, etc. Donc c'est-à-dire, voilà, dans quel contexte on aurait plus à perdre qu'à gagner en sélectionnant le mauvais bloc plutôt que le bon. Et tout ça, c'est le POS. Et donc on s'est dit, s'ils ont beaucoup à perdre, du coup, ils vont moins faire les malins dans leur sélection de blocs, et voilà. Ça c'est le POS. Sauf que il y avait même des discussions qui ont été enregistrées, retracées, etc., entre WedEye et puis des cryptographes, Andrew Polstra et d'autres. La conclusion de ces échanges-là, c'est de dire POS, on a à peu près tout essayé autour. Systématiquement, on arrive à une centralisation. Et en aucun cas, on a un hasard pur qui fait qu'il n'y a quand même pas des heuristiques, des contextes, des influences, des dimensionnements du réseau, des effets de cartel, etc., qui font que, possiblement, à certains moments, il y a une influence de cette sélection de blocs. Et donc, une fois que la porte est ouverte... centralisation, tu dis, il y a vraiment une concentration au niveau de la validation et une entité commence à prendre le contrôle du réseau. Et puis, si on fait trop compliqué, le problème, c'est qu'on ne peut plus vérifier. Alors que, quand même, ce qu'on veut absolument garder, c'est la capacité de vérifier que cette sélection de blocs est conforme. Donc on ne peut pas aller trop loin dans la complexité, sinon on perd la vérification. Mais si on fait trop basique, on n'arrive pas à pallier à toutes les cas de figure. Donc jusqu'en 2009, c'était cette situation-là. Et c'est là que Bitcoin est arrivé, en prenant des choses qui existaient par ailleurs, en inventant le consensus de Satoshi et en proposant Bitcoin. Donc Bitcoin est venu corriger en fait des limites qui étaient sur le POS, donc sur la preuve d'enjeu, qui était sur la preuve d'autorité, et c'était un peu le constat de 30 ans d'expérience en tout genre sur la monnaie numérique. Et puis c'est rigolo parce qu'en 2015, quelqu'un d'assez connu, Blissmaster, fait une petite réunion à New York réunissant les patrons de banques. Vous êtes complètement plantés, les gars, arrêtez d'intégrer Bitcoin, parce que aux US, les banques commencent à intégrer Bitcoin, au moins techniquement, comme une belle techno. Dès 2015 déjà. Dès 2015, et ça posait pas de soucis particuliers. On a réuni tout le monde, en portant son nouveau projet Hyperledger, en partenariat avec IBM, en disant, vous avez rien compris, l'innovation, c'est pas Bitcoin, la révolution, c'est la blockchain. Voilà. Et donc là,
voilà, un certain nombre d'acteurs, essentiellement bancaires, ont pris complètement un autre virage et est revenu à la situation de 82 quasiment, techniquement. En parallèle, sont arrivés les VC en disant que peut-être qu'on a enterré trop vite le POS, etc. Finalement, c'était peut-être intéressant parce que Bitcoin commence à être significatif. Donc, il y a quand même un vrai marché, il y a quand même une vraie opportunité. Il y a une thèse, il y a des choses à reprendre. Il y a une évolution sur quelle sera la monnaie d'Internet. Et donc, ils n'ont pas voulu louper le coche. Et puis après, il y a plein de projets qui se sont lancés en reprenant des concepts anciens dont on sait que structurellement, et pour l'instant, aucun d'entre eux n'a inventé de choses réellement nouvelles qui corrigent les défauts initiaux du POS. Donc pour toi, parce que Casper FFG, du coup, qui est le mécanisme de consensus d'Ethereum, est pas forcément beaucoup plus évolué. Alors ça, tu vas en faire bondir plus d'un, je pense, qui ont bossé dessus, etc. Mais en tant que tech, et nous, on aime bien sur GAC discuter avec plein de monde qui connaissent leur sujet et de savoir ce que toi, tu en penses. C'est que le mécanisme de consensus, les manières de faire, de synchroniser le réseau sur Ethereum, du coup avec Casper et leur preuve d'enjeu, va inéluctablement arriver à la même conclusion, c'est-à-dire une centralisation du réseau. Oui, il y a plein de choses super intéressantes techniquement qui ont été faites, mais c'est toujours périphérique, ça ne résout pas. Eux, ils sont allés dans le côté de la complexité, donc ok, mais du coup, la vérifiabilité du hasard entre guillemets de la sélection des blocs, on l'a pas. Et c'est devenu un peu une boîte noire extrêmement complexe à vérifier et à auditer. C'est ça. Et en plus en sécurité, on sait que plus un système est complexe, plus il y a des risques. On maîtrise moins et forcément il y a plus de risques. Mécaniquement, il y a toujours plus de risques. Donc il y a ce problème d'avoir pallié avec beaucoup de complexité, mais structurellement dans les principes, etc. Par contre, en tout cas, moi, j'ai pas rien vu de nouveau. Donc toi pas du tout bullish sur Ethereum, si je comprends bien. Voilà. Non, mais voilà, comment tu le vois du coup, cette petite, enfin, je dirais pas petite sœur, mais en tout cas, ce projet parallèle avec peu d'intérêt, avec désintérêt, avec méfiance, avec haine. Pendant très longtemps, j'ai trouvé que c'était un lab et que voilà, ils inventent des trucs marketing qu'on n'imaginait pas. Et voilà. Depuis quelques temps, je suis beaucoup plus dur. Parce que justement, la centralisation, pour moi, s'est réalisée. Que ce soit la dépendance aux API d'Infura, de la société de consensus, on revient aux sociétés des fondations, enfin des fondateurs des fondations, hébergés sur Amazon, avec un contrôle de l'OFAC sur la validation des blocs. Enfin, voilà, pour moi, ils sont arrivés au stade où l'histoire des POS s'est répétée et mécaniquement... Parce qu'en plus, la complexité a un autre désavantage, c'est qu'elle demande des ressources. Et dès lors qu'il y a trop de ressources, on ne peut plus héberger soi-même un nœud, ou on peut le faire, mais avec des compromis. Et ça entraîne mécaniquement la masse, il y en a toujours qui arriveront, mais ça entraîne la masse vers les clouds. L'important dans ces infrastructures-là, c'est de résister à la migration sur les clouds. Et pour l'instant... éviter cette recentralisation chez les GAFAM. C'est ça. Si on a besoin de trop de bandes passantes, si on a besoin de trop de RAM, si on a besoin de trop de CPU, si on a besoin de trop de disques, à un moment donné, la pression économique fait que ça ira puis la complexité et les connaissances à avoir vont faire que ça va partir sur un cloud ou des clouds, mais qui au final sont que quelques-uns. Du coup, cette résistance au cloud, elle est vraiment extrêmement importante, surtout si on veut un peu revenir à un Internet village, c'est pour ça que ça m'est particulièrement sensible, et qu'on veut ressortir des clouds, quoi. Et toi, si j'ai bien compris, tu es adepte de la théorie, un peu comme notre ami Gilles Cadignan, de la construction en couches, plutôt que d'avoir parce que même sur la promesse d'ordinateur mondial, je vais être un peu caricatural, mais je ne vois pas l'intérêt. En fait, je ne vois pas l'intérêt de décentraliser des processus quand on peut les rendre vérifiables. Alors, explique-moi ça. Explique-nous ça. Voilà. Décentraliser le processus, c'est qu'on prend tout le process, on prend toute l'exécution du smart contract, le smart contract humain, etc., on le met sur la chaîne. Et du coup, on peut vérifier l'exécution, on a une signature en mathématiques, etc. Vérifier un processus, c'est-à-dire qu'il va faire son bazar, il va nous donner des preuves, et ces preuves, on va
on va les ancrer, on va mettre un eurodatage, on va en faire une empreinte unique et on va vérifier quelques éléments de l'exécution qui vont nous permettre d'être sûr que ça a été exécuté conformément. Par contre, l'exécution, ce n'est pas la blockchain qui l'a faite, c'est en dehors. Donc tu peux centraliser l'exécution, ça c'est pas forcément un problème. Voilà, tant qu'on peut vérifier, tant qu'en fait on ne dépend pas de celui qui a exécuté pour lui faire confiance sur le fait qu'il l'a bien exécuté, mais qu'on est capable de vérifier par nous-mêmes son exécution, on n'a pas besoin du coup de déporter toute l'exécution et de la mettre sur la blockchain. Et il y a des impacts majeurs à ça. Alors, donc au final, ta L1 fonctionne et sert uniquement comme couche d'ancrage pour, comme ça, fixer les preuves. Mais en fait, tu n'exécutes pas les... Et c'est globalement, et on en parlait dans une interview avec Abdel, je ne sais pas si tu as vu ça, mais en gros, Ethereum commence à se transformer un peu en cette chose, en fait, avec les ZK, etc., les L2. Sans logique d'architecture. Et surtout avec les ZKP, qui, à mon avis, sont très mauvais. Pour plein de raisons. Pour moi, c'est moins sécurisé, c'est plus centralisé, ça masque des failles de sécurité, comme il y a juste 4 ou 5 signatures, finalement, qui font le PEG entre la L2 et la L1. En plus, le setup, pour construire une preuve, la preuve initiale du ZKP, ça passe par un acteur qui l'a fait et qui accède à cette donnée. Donc, elle est pas plus masquée, c'est juste qu'elle est cachée à la fin. Mais au départ, il faut être plus centralisé et plus fournir la donnée que les systèmes qui n'ont pas de ZKP. Puis bon, il y a d'autres impacts. Mais sans revenir trop sur les ZKP pour l'instant, juste sur le principe de couche, on ne fait pas une layer pour que ce soit moins cher ou plus rapide ou plus vert ou whatever. En fait, dans une logique d'architecture, on répond à des besoins. Enfin, il y a deux choses. D'un côté, il y a les aspects techniques. On va essayer d'avoir une couche la plus simple possible pour qu'elle soit la plus sûre possible et la plus agnostique. Comme ça, elle peut s'adapter à tous les usages. Et puis par-dessus, on va de plus en plus spécialiser les flux. Et donc, c'est comme ça que sur Internet, on a IP, puis après, on a des choses qui sont spécialisées pour le mail, spécialisées pour résoudre des noms de domaine, spécialisées pour naviguer sur Internet, spécialisées pour les échanges de fichiers. Lightning est spécialisé pour le paiement. Il commence à y avoir des réseaux qui vont être spécialisés pour prendre des ancrages, donc on peut bombarder d'empreintes pour faire de la preuve. Il y a des réseaux qui s'orientent aux assets financiers, comme RGB. Puis après, il y a plusieurs façons de faire des réseaux aussi. Et donc là, ça a un sens parce que ça répond à un besoin fonctionnel. Je veux dire, on fait la layer parce que spécialement pour les besoins de flux, de design, de volume, de capacité, etc., de confidentialité, on a besoin d'avoir quelque chose de très précis. Et donc là, on va faire un Lightning ou on va faire un réseau particulier. Par contre, la logique d'Ethereum de dire on fait une deuxième couche, c'est la même que la première, mais en moins cher ou en plus rapide ou en plus... Ça ne répond pas à un usage. Et du coup, on se retrouve rapidement, ce qu'on peut prévoir sur certains cas, à avoir les mêmes problèmes sur la L2 que sur la L1 à un moment donné, parce que voilà, on s'est donné du temps, ça va prendre plus de... Mais au bout d'un moment, on va rencontrer ce sera la même chose que la L1 au niveau fonctionnel, ça va prendre les mêmes flux, avec les mêmes caractéristiques, et du coup, on va arriver aux mêmes limites à peu près. Et tu vois ces parallèles vraiment avec Internet. Toi qui a eu du coup une première vie dans Internet. Oui, au début, on regardait les trams, c'était compliqué, etc. On était au cœur, puis on est passé des trams à des protocoles un peu plus... Et puis sur ces protocoles, on arrivait à des langages. Puis après, ces langages ont été plutôt interprétés. Quand le PHP est arrivé, c'était facile d'utiliser, etc. Et donc petit à petit, on simplifie, mais en montant en déplaçant la complexité étape par étape, spécialisation par spécialisation. Et c'est pour ça que je pense que Bitcoin, peut-être dans 5-6 ans, peut-être que le discours sur la complexité de Bitcoin sera très différent. C'est-à-dire sa simplicité. Ce sera, je pense on peut arriver à des choses plus simples que Solidity, par exemple, dans 5-6 ans. Pourquoi ? Parce qu'on sera allé adresser un besoin bien précis, en ayant un format super adapté à ça et qui va dialoguer avec un réseau super adapté à ça. Et on aura moins directement l'exigence et la rigueur et le rapport vraiment direct à mathématiques qu'on peut avoir sur les couches de premier niveau. Mais c'est marrant que tu sois assez critique sur les ZKP. Genre, t'es la première personne à ce micro à taper dessus parce qu'ils étaient tous... Enfin, nous, on écoute très religieusement avec Richard ce qu'on nous dit parce qu'on n'est pas aussi tech que vous. Et les Charles Guillemet, les Abdel, etc. Et la plupart des gens sont bullish sur ZKP. C'est vraiment la solution de scaling. Et toi, t'es pas du tout de cet avis-là. Non.
Même si on discute avec des chercheurs en matière... L'autre jour, je suis intervenu à l'IFRE sur une conférence avec des chercheurs. Et donc, il y avait des chercheurs sur la preuve formelle. Donc, comment mathématiquement on peut vérifier qu'un code est conforme. Et donc, lui, il s'était frotté plus spécifiquement, du coup, aux ZKP. Donc, comment on peut créer des preuves comme ça. Et puis dans un contexte de Zero Knowledge Proof. Et lui, comme d'autres experts, vraiment des docteurs sur le sujet, on arrive à la même conclusion, c'est-à-dire qu'en l'état, même si on comprend la promesse, en l'état, on ne sait pas faire sans une centralisation initiale. En l'état, on ne sait pas masquer... centralisation de la personne qui émet la preuve. Qui va créer la Mais ça, preuve... tu disais que ce n'était pas forcément un problème. Si on peut vérifier cette preuve, ce n'est pas forcément problématique. J'ai loupé quelque chose. Non, oui. Tu as loupé que pour la construction de la preuve, ce n'est pas l'utilisateur lui-même au début. C'est délégué à quelqu'un qui a la capacité de le faire. Donc c'est là, en ce sens-là où c'est centralisé. C'est très exigeant au niveau puissance de calcul de émettre, voilà. De générer cette preuve. Après, il y a aussi, effectivement, toujours cette question de capacité et de complexité qui doit être light pour que tout le monde puisse le faire. Et produire une preuve pour le Zero Knowledge Proof, ça demande des ressources qui ne sont pas des ressources accessibles à tout le monde. Donc là, déjà, on met aussi un frein à l'accessibilité. Et c'est encore un autre fait qui font qu'aujourd'hui, ça ne peut pas ne pas être centralisé. Et puis surtout, on révèle des informations au départ qu'on n'a pas forcément envie de révéler, juste pour des contraintes techniques, en fait. Tu as été très critique, du coup, sur Ethereum, etc. Critiquons un peu Bitcoin. Ouais. Qu'est-ce qui, toi... j'aime bien poser cette question à chaque fois. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir et qu'est-ce qui te ferait changer d'avis sur Bitcoin? Sur quoi t'es inquiet? Alors, du coup, je vais avoir plus aucun ami. Bah non, mais c'est super important parce que comme je te le disais en off, c'est des points... En fait, la personne qui me dit rien... Ça me fait me poser des questions sur en fait ses connaissances et son expertise, parce qu'il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours du risque, quoi. Oui. Non, ce qui m'empêche un peu de dormir aujourd'hui, c'est les sujets sur la data. On voit que ça revient en plus sur la data on-chain. C'est des vieux débats de 2014, mais qui reviennent sous des angles différents. Il y a beaucoup de maturité aussi sur la connaissance du protocole. Donc avec toutes les histoires là d'ordinals, de stems, c'est ça. Et donc il y a etc. beaucoup d'évolutions qui seraient vraiment intéressantes pour Bitcoin, mais qui demanderaient de gérer différemment la data sur la chaîne. Je pense que pour plein de raisons, c'est mettre le doigt dans les choses déjà qu'on ne maîtrise pas vraiment sur les évolutions et qui en plus sont potentiellement dangereuses. Et la finalité de faire ça, c'est quand même assez souvent de mettre des assets financiers. Et alors là, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui me rejoint sur ce point. Mais moi, j'ai toujours la question qui me taraude de savoir est-ce qu'on a besoin de mettre des assets sur un système de monnaie et de paiement. Ah, mais je te rejoins totalement. Nous, il y a tout un raisonnement avec Richard qui a évolué ces dernières années. Mais en fait, est-ce que tu viens pas littéralement polluer le réseau si tu viens le connecter avec des actifs du monde réel, que ce soit des dollars, des actions, des obligations, etc. On le voit sur les mécanismes en place contre le spam. Donc, il y a un petit montant minimum. On le voit sur les mécanismes qui se basaient sur la taille de la transaction, mais vraiment sur la partie transaction financière, et qui, parce que ça n'avait rien à voir, excluait un petit peu le reste. Et bien là, on voit qu'il y a une vraie distorsion entre la valeur de l'asset et du coup la valeur de la transaction. Là, c'est plus la même. Et donc, tous les calculs d'équilibrage de jeu, d'équilibre de Nash, etc. Oui, parce qu'en fait, tu avais intérêt, par exemple, avec les BRC20, à minter des tokens si l'opération de minting te rapportait plus sur le marché. C'est-à-dire que si le token allait te rapporter 1000 balles, en fait, tu étais prêt en fait, à minter pour 1000 balles dans une transaction. Et finalement, l'anti-spam était en concurrence avec la valeur des assets. C'est pas très bien de mettre en concurrence un attribut de protection en fait. Donc ça fait partie des choses qui m'empêchent de dormir parce que donc toi toute cette situation ordinale, c'est Stems très préoccupé ou oui quand même, parce qu'on fait porter des nouveaux risques aux mainteneurs des nœuds. Quand on a un contenu explicite, c'est-à-dire qu'on peut vraiment lire, imaginons un virus, une photo pédophile, n'importe quoi. Là, si on maintient le nœud et qu'on n'a pas de filtre et qu'on ne prune pas, on va, nous, distribuer au monde entier tout ça. Et de manière explicite. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas nous dire qu'on ne pouvait pas le voir.
Et ça, pour moi, dans certains contextes, certains pays, certains trucs, c'est un problème. Ça fait en tout cas, c'est une nouvelle responsabilité qu'on n'avait pas avant quand on n'avait que des flux fongibles. De quel type de fichier tu conserves sur ton Bitcoin à la maison, quoi? C'est ça. Et c'est une responsabilité qu'on n'avait pas avant. L'autre point qui me gêne, c'est sur la bande passante. Parce que soit sur le disque, je ne suis pas très inquiet sur les impacts de taille. C'est bien que les frais augmentent, etc. Les fameux 400 gigas de la blockchain Bitcoin. C'est le travail qui est nécessaire au début pour synchroniser son nœud. Et je dis bien le travail, c'est pas que le download. Enfin, c'est le download. IDB, là. Voilà, c'est ça. Et là-dessus, on pourrait mettre de la data qui fait travailler plus que de raison à cette initialisation. Et du coup, ça veut dire que dans certains pays, on paye la bande passante à l'octet, et pas comme nous, où, voilà, peu importe le volume, on paiera la même somme à la fin du mois. Et ben, ça peut exclure certaines zones d'héberger eux-mêmes leur contenu, quoi. Plus des lois qui sont un peu différentes entre les pays, mais peut-être que de certains endroits, on pourrait reprocher à des gens d'avoir sur leur PC des choses dangereuses. Donc, voilà, pour moi, c'est des nouveaux risques qui m'inquiètent beaucoup, et c'est directement lié au fait qu'on accepte plus facilement de la data. Et solution, du coup, c'est quoi? C'est comme certains le préconisent, une censure, ou en tout cas de limiter ce genre d'usage sur la blockchain Bitcoin? C'est compliqué parce que... Alors au début, moi j'étais vraiment sur les filtres. De toute façon, c'est du code, on exclut plus qu'on autorise. Donc tu as le droit, toi, d'appliquer un filtre et de... Oui, localement sur son nœud, on a le droit de décider ce qu'on relaye ou pas au monde entier. Ça met une priorité, c'est-à-dire que ça passera de toute façon. On ne le censure pas, ça passera à côté. Mais à moins que tout le monde le fasse. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde n'aime pas c'est-à-dire que c'est le choix de tout... Enfin, ce qui est bien, c'est que ça reflète en fait un avis un peu global. Et ça donne une priorité. Autant les algorithmes qui sont aujourd'hui en place mettent des freins sur la quantité, on évite le spam, on évite du trop gros, on évite du machin. Autant sur la qualité, il n'y a rien. Mais la qualité, c'est quelque chose de très subjectif. Alors du coup, on peut soit faire confiance à la sagesse des foules, et dans ce cas-là, il y aura une priorité naturelle qui va se faire entre ce que les gens acceptent ou acceptent pas. Soit on se dit que les incentives économiques vont être influencés par ça, et que ça, on ne le maîtrise pas. Et on pourrait même être sujet à du marketing pour plus ou moins filtrer ou pas. Et donc là, c'est déjà moins... Et puis c'est quand même un principe un peu punitif plutôt qu'incitatif. Donc c'est pas non plus la philosophie. Ce qui avait été un peu le cas en 2014, tout ce qui était counterparty, en gros, les bitcoiners ont dit à toutes les personnes allez faire ça ailleurs, quoi. Ça, donc ça a été relativement punitif il y a 10 ans. Oui. Donc est-ce qu'on va répéter mais pour ça maintenant? Est-ce que la communauté bon fonctionnement de shitcoiners, comme diraient les maxis, qui viennent maintenant utiliser les BRC20, les NFT, etc. Je crois que 98% des inscriptions ordinals, c'est des anciens de BSV, quand même. C'est des équipes. Ça okay. Ah, c'est des anciens. C'est des équipes. Il y a 5 ou 6 équipes qui, dans le gros du volume des ordinals, c'est des anciens de BSV. Et bon, quand même, on reconnaît des sujets assez proches. Et puis après, leur renfort sur le net, etc. Donc, est-ce que c'est quoi? C'est pour venir mettre la pagaille ou Alors, clairement, oui, parce que quand on voit ce qui est publié, les assets ont perdu 60% en quelques jours et on comprend un peu pourquoi dans la qualité du truc. C'est des protocoles qui ne sont pas du tout sérieux, entre guillemets. Plusieurs failles ont été relevées et puis ça dépend. Attends, c'était le BSV, donc le Bitcoin Satoshi Vision ou c'est le... Non, sur les BRC20. Ok. Sur les BRC20, c'est un protocole un peu bricolé. Voilà. Et l'intérêt, c'était de montrer des trucs horribles et de faire des trucs horribles pour faire parler d'eux et défendre justement la cause sur la data. Voilà. Et puis après, il y a effectivement ceux qui ont trouvé sympa de faire des assets sur Bitcoin et qui y ont participé. Mais le spam, vraiment, la caractéristique de spammer, elle vient pas trop de ceux qui ont voulu essayer de faire des contrats sur Bitcoin, etc. Donc il y a quand même il y a une vraie problématique sujet, qui revient. Il y a un vrai sujet sur la data en général. Un peu plus forte. Oui. Parce que là, tu as l'impression qu'il y a quand même eu un engouement. Enfin, tu sens qu'il y a une demande pour ce genre de fonction. Alors que techniquement, moi, j'arrive pas à me convaincre de l'intérêt parce que sur des layers, on fait ça très bien, gratuitement, plus rapidement. Le compromis sur la sécurité du délai entre lequel on va faire les opérations, puis le délai où ça va être ancré sur la chaîne, il est tout à fait acceptable. C'est-à-dire sur un liquid, ce genre de choses? Un liquid, n'importe quelle chaîne qu'on montrait en parallèle et puis qui se certifierait, qui prendrait son empreinte et qui la mettrait sur Bitcoin.
Voilà, ça permet de faire des réseaux vérifiables, mais sans les contraintes de la layer 1, et qu'on peut justement, comme je dis, dimensionner par rapport à un usage très très précis, et du coup être super efficace, efficient dedans. Par contre, faire ça en layer 1, c'est techniquement, RGB le fera de manière efficiente, mais là, c'est carrément inefficient. Oui, et selon moi, du coup, pour avoir un petit peu, à mon niveau, creusé le sujet, en avoir discuté avec quelques experts, c'est une hype qui va monter, qui va descendre aussi rapidement qu'elle est arrivée, parce que techniquement, c'est précaire. Oui, c'est à perte, c'est très exposé, il y a plein de risques. Il y a 1000 façons de faire mieux, moins cher, plus efficace, je veux dire pour l'utilisateur final, voilà. Donc oui, c'est pour ça que c'est plutôt on sent quand même qu'il y avait envie de nuire plus que d'avoir un vrai éclairage. Mais plutôt bullish par contre sur RGB. Genre, on a Théo Pantamis qui a essayé de nous l'expliquer. Vous expliquer. Mais du coup, je sais pas comment tu vois les choses, toi qui suis le sujet à mon avis, de près en tout cas, qui te tient informé. Est-ce que ça avance à la bonne vitesse? Ça va passer un cap. Est-ce que ça va sortir un jour? Est-ce que c'est une des solutions, mais il y en a plein en parallèle où il faut, on compte tous sur RGB pour résoudre un certain nombre de problèmes? Qu'est-ce que tu en penses? Ça a passé un cap, là, je dirais, dans les 2 mois. Dans ces 2 mois-là, deux derniers mois, là, il y a vraiment eu on est passé du stade où on se disait, quand même, ils sont un peu seuls. Voilà, quand même, ça galère un petit peu. Et c'est super compliqué. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Et les produits sortent et ça marche. Et même si ça reste compliqué à comprendre, etc., il y a quand même un cap sur la validation, on va dire que ça peut fonctionner, qui est passé là. Donc on peut commencer à être un peu bullish sur RGB pour ceux qui veulent faire des assets sur la chaîne. Et ça, en fait... Alors, même si je ne sais pas si c'est. Même s'ils sont en partie off-chain. Ouais. Mais dans le sens où je ne sais pas comment tu vas bloquer les gens. Enfin, tu vois, je ne sais pas si ça va être positif, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est inéluctable. On ne peut pas. Après, sur ces approches-là où on ne trouve pas forcément le bon équilibre d'incentive, de pénalité, d'enjeux, etc., parfois, il ne faut rien faire. Parce que le temps va faire que le réseau le plus pratique va prendre le dessus parce qu'il est le plus pratique en fait. Donc sur le paiement, il y a quasiment plus de concurrents à Lightning, de ce que je vois passer, même sur les autres technologies, je vois pas trop d'autres positionnements. Sur la réserve de valeur, la monnaie purement, déjà, les autres sont un peu éloignés de ça, il reste quand même un peu que Bitcoin. Dis-moi si tu as vu d'autres choses, mais moi on est relativement d'accord. Alors après, ça sera à rediscuter. Moi, j'aime souvent le souligner, c'est que l'avantage de Bitcoin, c'est sa longévité. C'est-à-dire, c'est ce niveau de confiance dans cette simplicité qui fait qu'aujourd'hui, on le considère, s'il y a une monnaie numérique à considérer comme réserve de valeur, ça serait Bitcoin, ça serait l'invention de Satoshi Nakamoto, parce qu'en gros, c'est celle avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Mais maintenant, quid, on est en 2070, Ethereum fonctionne toujours, leur Casper FF, tu vois, on a cette maturité. Est-ce que je changerais d'avis? Peut-être. Parce qu'en fait, du coup, on aura 60 ans de recul. C'est ce que je dis, c'est le meilleur qui gagne. Exactement. Quoi. Tu verras Ethereum et tu dis, en fait, les gars, ils ont réussi à avoir ils ont plus changé la politique monétaire depuis le IP 1559. Miracle. Le protocole fonctionne sans centralisation majeure. Enfin, tu vois. Et moi, je suis pas bloqué sur Bitcoin restera ad vitam aeternam. À mon avis, c'est probable. Je pense pas qu'on puisse recréer les conditions de sa neutralité. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Son histoire est unique. Voilà, ceux qui sont là dont Ethereum ont déjà raté ce coche. Les prochains qui arriveront, j'imagine mal ces conditions réapparaître. C'est compliqué d'avoir du coup cette réserve de valeur globale internationale qui est censée du coup être autonome, indépendante, neutre, alors que oui, il y a eu c'est compliqué au niveau... Les lois sont là maintenant, il n'y avait pas les lois avant. Au niveau de la narrative, c'est compliqué. Oui. Après, est-ce que ça sera vraiment un frein pour les gens qui arrivent dans 50 ans de dire « Bah oui, à l'époque, il y a eu 30% de prémine pour les fondateurs. » Est-ce que ça sera vraiment une preuve? Je sais pas.
Tu pourrais dire mais même sans le pré-minage, il y a toujours les contraintes techniques. Le fait que techniquement, ça aboutit à une centralisation qu'on voit d'ailleurs, c'est la tendance. Et, oui et non, parce que tu vois, le MEF par exemple, il y avait beaucoup de critiques sur la censure des transactions sur Ethereum. Et là, on voit que cette problématique a été prise extrêmement sérieusement par la communauté. On a atteint un max il y a quelques mois, mais c'est en train de redescendre parce que il y a eu une sorte de réaction un peu immunitaire du réseau Ethereum et ça repart un peu dans le sens. Non, t'es pas d'accord avec ça? Non, ça c'est ce qu'on constate, mais j'ai pas vu un fait, un mécanisme, quelque chose de nouveau qui empêchera demain que ce soit pire ou mieux. Enfin, j'ai rien vu de structurant qui font qu'on puisse dire c'est corrigé, quoi. C'est pas corrigé, c'est mieux, ça se passe mieux. Mais le problème reste. Parlons un peu il nous reste, on est à combien de temps? On est presque à 1 heure. Donc on va parler quand même un peu de ton projet actuel, Foreign Key, qui est extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire, plus? Donc on a développé une Layer 2 par défaut sur Bitcoin, mais on est agnostique techniquement. Après, pour des raisons de sécurité, on préconise Bitcoin. Pour les petites activités de minage, de méthanisation qu'on a en Normandie, où on transforme la bouse en bitcoin, donc, ça se fait grâce au... du coup, c'est les déchets verts qui sont, du coup, qui dégagent du méthane en se décomposant dans l'air. Ça, c'est leur dégradation naturelle. Et puis, quand on met un peu de bactéries, genre de la bouse de vache, mais c'est ton projet, Claudia, de NFT Podcast. T'es allé sur non, c'est pas toi? Parce qu'elle me parlait d'un projet de méthanisation, de minage comme ça en France, qui était complètement incroyable. J'ai été interviewé par quelques personnes ces derniers temps, NFT mais Claudia, Podcast, ça ne me dit rien. Okay. Claudia, ça ne me dit rien. Peut-être que... Oupsie. Ok. Ah si, oui, d'accord. Du coup, ok. Donc méthanisation et minage, vous minez en France sur de la bouse de vache, quoi. Oui, c'est ça. Donc une fois par semaine, on a besoin de remettre des bactéries dedans. Ok. Et puis et par contre, la méthanisation, un des problèmes, c'est que les bacs doivent être à température pour les bactéries. Donc ça doit être à 30 degrés. Et donc il faut chauffer ces cuves. Donc à 30% enfin à 35 degrés, il y a 30% du rendement de l'énergie qu'on produit, qu'on redépense à chauffer les cuves. Là, plutôt que de mettre un radiateur, on met nos ASIC. Voilà, tout simplement. Et donc, on gagne du rendement sur la méthanisation. Et comme nous, on est sur de la micro-méthanisation, notre infrastructure ne consomme pas beaucoup en kilowatts, parce qu'on a juste besoin de miner de quoi payer nos ancrages. On ne vend pas nos jetons, enfin, ce n'est pas le modèle économique. On a juste besoin d'avoir des jetons pour faire des ancrages. On est sur une des premières solutions de micro-méthanisation qui ne serait pas rentable s'il y avait ces 30% de pertes, voilà. Donc vous avez combien en puissance là? Vous avez combien de machines on travaille par module. Donc les modules, le plus petit est à 1,5 kW et on peut monter jusqu'à 10 kW. Après, ça prend trop de place. C'est plus, on n'est plus dans quelque chose de micro. Donc une douzaine de machines, quoi. Oui, c'est ça. Qui correspond à une layer moyenne d'un projet qu'on a avec nos clients. Donc, pour revenir à ce qu'on fait, parce que ça, c'est un peu un side project, quand même si ça nous éclate. Et qu'on a... Je sais pas si beaucoup de gens savaient qu'on minait en France sur de la bouse de vache, quoi. Voilà, donc, on le saura maintenant. Et puis on est en Normandie, c'est pas pour rien. Bref. Sinon, j'avais passé trop de temps. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et oui, donc le Ankh, on développe un protocole de contrat comme un protocole de mail pour Internet. Donc, on a un format de contrat avec des conditions de signature, des conditions, on peut mettre toutes sortes de... Donc, c'est descriptif. On décrit son contrat, on décrit la présentation de son contrat, on écrit les termes contractuels dedans. Donc, comparé au contrat smart contract où d'un côté on signe et puis quelque part il y a des CGU, CGV ou autres. Là, c'est le même format. Il n'y a pas besoin de wallet, justement parce que l'infrastructure génère ces jetons pour faire les ancrages. Donc, les clients n'ont pas de crypto-monnaie à acheter, il n'y a pas de wallet à acheter. Et ce protocole de contrat est associé à un protocole d'échange de signatures. Donc, on est capable de discuter et de s'envoyer, comme on s'envoie des mails, des formats de contrat totalement numériques et des signatures de ces contrats totalement numériques. Tout passe par des relais un peu à la Nostre, sauf que nos relais, ils ancrent tous les messages qui passent. Donc, on est capable, comme ça, de faire une preuve de tous les éléments échangés entre les parties. Certains clients nous demandent de faire ça sur leur serveur de mail, juste on ancre systématiquement, mais on a des projets beaucoup plus élaborés, comme par exemple des plateformes d'obligations immobilières, qui seront finalement des DEX, parce que toute la data est stockée. Comme le contrat n'est pas dans la chaîne,
comme les données du contrat ne sont pas dans la chaîne, on stocke tout dans les wallets des utilisateurs qui discutent entre eux. Donc on peut imaginer qu'on a un profil Nostr un peu enrichi. Et donc sur le réseau, on va venir découvrir les offres d'obligations immobilières et on va pouvoir souscrire à ces obligations. Une des caractéristiques, c'est qu'on n'est pas PSN, on ne vend pas de jetons, on n'a pas d'asset particulier. On n'est pas plateforme de services en financement participatif parce qu'on ne fait pas le matching, ça se fait entre les personnes. Et donc sur des projets où il faut 18 mois de cadrage juridique, de validation, et puis des coûts importants, on peut commencer très rapidement. Donc tu parlais que tu avais des clients du CAC 40. Ouais. Donne-nous, alors je ne sais pas si tout le monde a compris concrètement le problème que vous venez résoudre et une application vraiment très concrète dans une entreprise que... Techniquement, on peut reprendre quasiment tous les cas d'usage des smart contracts, mais on a commencé par un cas d'usage qui parle, même si ce n'est pas le plus illustrant de la technologie, mais c'est un DocuSign sans DocuSign. Mais bon, quand on est dans la preuve, c'est l'exemple qui vient assez souvent qui parle. C'est-à-dire que voilà, la data est stockée nulle part. Il n'y a pas de serveur qui stocke la data. C'est chez les utilisateurs et c'est redondé entre les wallets des utilisateurs. Donc les utilisateurs de Hank 4NK ou d'avoir un wallet Bitcoin. Voilà, on a un fichier JavaScript. Hein. C'est tout simple. On a une petite librairie JavaScript qui permet de générer les clés de signature, de chiffrement, etc. et qui permet de se connecter au réseau. Et là, les clients décident s'ils utilisent notre réseau public ou s'ils montent une blockchain eux-mêmes. Voilà. Techniquement, on va dire... quelles sont les clés qui ont le droit de signer les blocs et est-ce que ces clés sont libres ou est-ce qu'ils sont restreintes. Et c'est comme ça qu'on peut démarrer X petites players, X petits réseaux. Et l'intérêt, du coup, le pitch à une entreprise, par exemple, pour un DocuSign, l'application on travaille beaucoup sur la souveraineté. Pourquoi je me passerai de DocuSign et je viendrai sur votre solution? On travaille beaucoup sur la souveraineté, parce que du coup, la data, elle est chiffrée en amont par les utilisateurs. Donc, toutes les infrastructures qui vont voir les flux après ne verront que des flux chiffrés. Donc, en fait, moi, quand je signe un document, DocuSign ne le voit pas. En gros, l'exemple là, c'est un cas où... Il n'y a pas de DocuSign. D'ailleurs, il n'y a pas de plateforme. C'est-à-dire que même le site lui-même que tu vois, l'HTML que tu vois, c'est dans la présentation qui est dans le contrat. Donc, contractuellement, il y a déjà le site que tu vas voir et tu vas récupérer l'HTML et tu vas le lire du réseau. Donc, tu te connectes à un serveur web qui va juste donner des points d'accès au réseau. Après, ça se passe strictement entre utilisateurs, même jusqu'au site que tu consultes. Et dans la data, on dit quelle clé accède à quelle partie de ta data. Donc, c'est-à-dire que même dans ton contrat, tu peux avoir des parties confidentielles, des parties publiques et des parties qui sont accessibles à certains rôles, etc. Donc par rapport à un DocuSign, ça n'a... Tu as besoin d'un haut niveau de confidentialité, c'est génial. Voilà, pour tout ce qui est souverain, confidentiel, et puis même pour créer des DEX internationaux sur divers assets, mais cette fois-ci avec un angle de contrat. Donc des plateformes d'échange décentralisées, tu pourrais avoir utilisé votre solution. C'est ça, n'importe qui peut publier une obligation, elle sera découverte sur le réseau, n'importe qui peut y souscrire et on n'a pas les contraintes, soit du côté crypto, d'installation d'un wallet, d'avoir des jetons, etc. Nous, on prend des preuves de paiement. Donc on est agnostique du paiement, on s'en fout, on veut juste avoir la preuve que ça a été payé. Et donc oui, un des premiers cas, c'est notamment avec la société ICAD, hein, c'est public, on a le droit d'en parler, donc on a des projets avec eux. Et puis on a des gros cabinets d'avocats avec lesquels on travaille très étroitement, parce que du coup, on imagine vraiment des parcours très très fluides de contractualisation et d'échange de contrats, beaucoup plus fluide que ce qu'on peut connaître avec l'intermédiaire d'un PDF ou de mail ou de whatever. Là, on a un protocole qui leur posait problème dans le sens divulgation d'informations. Surtout que c'est des grands comptes du CAC 40, etc., qui travaillent d'autres grands comptes du CAC 40. C'est dommage si ça devait passer par des clouds américains ou par des infrastructures qu'on ne maîtriserait pas, ou si les clés de chiffrement ne seraient pas exactement celles des clients, etc. Donc, et à ce stade, tous les cabinets... alors ça, Gilles, ils travaillent aussi sur les mêmes sujets, mais... Aujourd'hui, il y a un problème urgent, à peu près dans tous les cabinets comptables, dans tous les cabinets juridiques. Ils ont de la data sensible partout, qui n'est pas gérée et très mal outillée. Et aujourd'hui, je pense que les principaux risques en termes de cybersécurité, il va y avoir des grosses surprises de ce côté-là. Parce que comme tu le disais, aujourd'hui, le web est centralisé sur quelques serveurs à travers le monde, principalement aux États-Unis. Voilà. Et c'est un gros problème de souveraineté, de divulgation d'informations, voilà. C'est ça. Et alors les que là, maintenant, tu reposes sur Bitcoin, qui est ce réseau décentralisé. Enfin, tu pourrais le faire sur autre chose, mais grâce à cette technologie de chiffrement que vous avez développée, vous êtes plus sur un gros serveur aux États-Unis, vous êtes sur un gros serveur mondial décentralisé. Et En fait, la blockchain, on peut même l'éteindre, ça fonctionne encore.
C'est-à-dire qu'on va renforcer les preuves par un eurodatage qui est reconnu et par une infrastructure qui n'est pas une infrastructure des parties prenantes. Comme on n'est qu'entre parties prenantes, c'est un peu compliqué de se faire uniquement confiance entre nous. Donc mais au du moins, coup, on tu as a besoin de cet ancrage temporel grâce à Bitcoin, mais la couche foreign key, c'est vraiment du chiffre Internet chiffré, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Tout est chiffré, c'est une messagerie chiffrée. Sauf que dans cette messagerie, ce qui va transformer Internet, à mon avis, c'est que maintenant sur Internet, grâce à Bitcoin, on peut mettre un enjeu économique. Donc on peut s'échanger de la valeur en plus, mais on peut aussi s'échanger une sorte de garantie. En tout cas, on peut protéger nos flux, faire de l'anti-spam, etc. avec des petits montants de flux. On voit que, je reprends souvent l'exemple de Nos, mais c'est vrai que ça donne une idée de ce qui pourrait arriver. Le fameux Noster. Voilà, avec des apps. Enfin, il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire payer à l'utilisateur quand ça coûtait 2 centimes. Quand on est à 8 chiffres derrière la virgule, un utilisateur ne le sentira pas. Par contre, un spammer, un bot, lui, ça va le freiner. Donc en gros, c'est de mettre un certain poids économique à la data et en gros de devoir payer par exemple un bit, un satoshi. Toute data est un contrat. J'y mets ou pas une valeur économique, mais en tout cas, c'est un contrat dans le sens où celui qui accède à ma donnée, c'est un accord entre nous sur sa confidentialité et c'est aussi un accord entre nous entre ce qu'on peut ou pas en faire derrière. Et du coup, on va vérifier des signatures pour savoir si ça a été respecté. La foreign key, je vois que c'est beaucoup du B2B, beaucoup pour les entreprises. Est-ce que tu vois un cas particulier ça va être du B2C sur la plateforme immobilière. Donc, n'importe qui peut souscrire à des obligations de ce type-là. Ce sera dans les autres cas d'usage qu'on discute. On a quelques sujets de traçabilité. Donc là, c'est vrai que c'est encore B2B. Après, c'est quand même beaucoup des plateformes de type DEX sans le cloud au milieu. Voilà. Puis après, il y a des sujets plus sécurité, mais bon, là, c'est moins, c'est moins sexy. Et, voilà. Ok, super intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. C'était un plaisir de te recevoir. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.